Histoire leçon 9, refonder la République et la démocratie. Question clé, comment une nouvelle République est-elle fondée à la Libération? Grand 1, sortir de la guerre et du régime de Vichy. Grand A, la libération du territoire. Le 6 juin 1944, donc comme vous le savez, le débarquement anglo-américain a lieu en Normandie. Ce débarquement va ouvrir un deuxième front à l'ouest de l'Europe. Il y a déjà un front à l'est de l'Europe avec les Russes. Et on va voir que la reconquête du territoire est difficile à partir de ce débarquement du 6 juin. Alors cette reconquête du territoire est difficile déjà parce que malgré leur supériorité numérique, les Alliés doivent faire face à une résistance allemande farouche, hein, et il faut 2 mois et demi pour rejoindre la région parisienne pour que les Alliés qui ont débarqué puissent rejoindre la région parisienne. Alors, en revanche, le débarquement en Provence le 15 août 1944, alors que la retraite allemande vers les frontières a commencé, eh bien, ce débarquement du 15 août 1944 en Provence est suivi d'une progression rapide le long du Rhône. Alors, j'attire votre attention sur le document 3 du Nathan, page 156, hein, cette photographie qui se trouve au bas de l'image, là. Ce document nous rappelle le rôle très important joué par les troupes coloniales dans la France libre et dans la libération, hein, puisque la France libre participe au débarquement en Provence. Selon certaines sources, on pense qu'environ 40% des soldats qui ont débarqué en Provence le 15 août 1944 étaient des soldats coloniaux. Alors cette retraite allemande, le recul des armées allemandes, qui est plus rapide après le débarquement de Provence, le 15 août 44, donc qui est plus rapide au sud qu'au nord, eh bien ce reflux des armées allemandes va au sud s'accompagner de libération de villes par la résistance locale, et ainsi la résistance locale va consolider son crédit, sa légitimité à participer à l'après-Vichy. Alors, je vous le rappelle, s'il en était besoin, qu'en 1943, le Conseil national de la résistance a été créé dans le but de fédérer ces mouvements de résistance et aussi de préparer le gouvernement de l'après-Vichy. Alors, je l'ai dit, la reconquête du territoire est difficile parce qu'il y a une résistance allemande qui est importante, hein, et cette reconquête va s'accompagner de déchaînements de violence de la part des Allemands, déchaînements de violence auxquels vont participer parfois les miliciens du régime de Vichy. Alors le plus connu est l'affaire d'Oradour-sur-Glane, donc un village qui est rasé le 10 juin 1944 par une division SS. Ainsi, à Oradour, près de Limoges, le 10 juin 1944, une division SS, la division Das Reich, massacre plus de 600 habitants du village. Le village n'a jamais été reconstruit, c'est devenu un lieu de mémoire qui se visite et dont témoignent ces photographies. Alors, Oradour-sur-Glane, eh bien, c'est le plus grand massacre de civils commis en France par les Allemands, hein, 600 villageois tués en une journée. Ce type de massacre est en fait assez semblable à ceux qu'ont connus les populations d'Union soviétique au moment de la guerre qu'ont menée les Allemands à l'Est, hein, sur le front de l'Est. Et d'une certaine façon, cette violence du front de l'Est, elle se transpose à l'Ouest au moment après le débarquement par les mêmes divisions militaires nazies. Si cette radicalisation dans la violence militaire peut s'expliquer par ces expériences sur le front de l'Est, elle s'explique aussi par la crainte qu'ont les Allemands de l'activisme des résistants, des maquis, qui se trouvent donc disséminés au sud, dans les villages, dans les montagnes, dans les campagnes reculées. J'insiste aussi sur le fait que la milice de Vichy prend sa part de ces violences dans la répression qu'elle mène contre les groupes de résistance. Donc cette milice, elle a été créée en 1943 et elle a accentué, dans la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, elle a accentué son emprise sur le régime de Vichy. Dans ce contexte de violence exacerbée, eh bien, la libération du territoire qui vient
elle va s'accompagner d'une épuration de tous les acteurs de la collaboration, des miliciens en premier lieu. Donc vous avez la définition de l'épuration. Il y a deux types d'épuration. Une épuration qui est spontanée, hors de toute règle du droit, donc illégale, un peu sauvage même. Donc, on va parler dans une deuxième partie de cette épuration spontanée, mais aussi de l'épuration légale que va mettre en place donc le régime qui va s'installer après Vichy avec De Gaulle. Alors, un dernier point sur les opérations militaires avant de passer à la suite. Fin 1944, il ne reste que des poches de résistance allemande qui sont réduites au printemps 1945. Et la dernière poche de résistance allemande, c'est Saint-Nazaire, la ville est reprise le 11 mai 1945. Ce sont les soldats du général Leclerc, la deuxième division blindée, qui libèrent Paris le 25 août 1944. Donc ils ont débarqué en Normandie, à Utah Beach, le 1er août 1944. Les soldats de Leclerc sont des soldats français engagés et volontaires, venus dès 1940 à Londres pour combattre avec De Gaulle dans les forces françaises libres. Une fois débarqué en Normandie le 1er août 1944 à Utah Beach, l'objectif du général Leclerc, que l'on voit ici dans cette Jeep, est de libérer Paris. Pourtant, la capitale française n'est pas une priorité des Américains. Libérer une ville de plus de 2 millions d'habitants nécessite trop de ravitaillement et pourrait ralentir la reconquête du reste de la France et la progression vers l'Allemagne. En fait, les Américains envisagent de contourner Paris par le nord et par le sud, et une fois les Allemands pris en étau, pensent que la ville tombera au plus tard fin septembre 1944. Mais De Gaulle et les résistants parisiens ne sont pas de cet avis et entendent forcer le destin. Le 19 août 1944, alors que des grèves paralysent la capitale depuis plusieurs jours, la résistance, les forces françaises de l'intérieur, FFI, lancent l'insurrection dans Paris. Donc les insurgés prennent rapidement les points névralgiques de la capitale, la préfecture de police, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement, et donc tous ces lieux passent sous leur contrôle. Donc je récapitule, Paris est insurgé depuis le 19 août, les Parisiens dressent des barricades les 21 et 22 août, et dans ce contexte, Eisenhower, donc le haut commandement américain, craint que Paris ne subisse le sort d'autres villes, comme Varsovie par exemple pendant la guerre, la capitale polonaise qui a été rasée par les Allemands, et donc il donne son autorisation à la deuxième DB de Leclerc d'entrer dans Paris. Alors, si je vous ai raconté toutes ces péripéties, c'est qu'elles ont leur importance. Pour les Français libres, en effet, libérer Paris, c'est davantage un objectif politique que militaire. Parce que les conditions de la libération vont préfigurer ce que sera l'après-guerre politique. Et ces Français libres veulent absolument éviter une occupation militaire américaine et que la France retrouve pleinement sa souveraineté. Le 25 août 1944, la reddition allemande est donc signée, elle est remise à Leclerc et De Gaulle. Les forces allemandes capitulent, en quelque sorte, elles rendent les clés de la capitale. Le 25 août 1944, De Gaulle se rend ensuite à l'hôtel de ville de Paris. Il est reçu par le président du Conseil national de la Résistance, Georges Bidault, et il célèbre la libération de Paris dans un discours flamboyant. Et là, je vous renvoie au Nathan, document 1, page 158. Je vous renvoie au manuel Nathan avec le document 1, page 158. Donc, dans cet extrait de discours de l'hôtel de ville, De Gaulle évoque le rôle des Parisiens et des Français en général dans la libération. C'est une déclaration très politique, hein. Il évoque l'unité nationale indispensable à la libération du territoire et la participation des Français à la défaite de l'Allemagne, alors qu'il y a eu Vichy, qu'il y a eu des collaborateurs. Mais il y a un souci chez De Gaulle de réconcilier les Français. Alors ce discours de Gaulle est très politique, hein, puisqu'il évoque l'unité nationale indispensable à la libération du territoire, hein, quand il dit, quand il parle de l'appui et du concours de la France tout entière à la libération. Or, il y a eu Vichy, il y a eu des collaborateurs qui vont être jugés d'ailleurs, mais le souci de Gaulle de réconcilier les Français, de faire unité nationale autour de lui, vise à ce que la France puisse retrouver son rang et faire partie des puissances victorieuses.
Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Enfin, le 26 août 1944, le lendemain, et là c'est une photographie que vous avez certainement vue de nombreuses fois, le chef de la France libre descend en triomphe les Champs-Élysées, suivi du général Leclerc et de quelques fidèles. Et donc, le 26 août, on peut dire que De Gaulle a réussi le tour de force d'affirmer son autorité auprès de l'opinion. Il a réussi à s'imposer face aux Alliés et à éviter une occupation américaine de la France. Grand B, le rétablissement des principes républicains. Donc une fois installé, le gouvernement provisoire va commencer par rétablir les libertés fondamentales qui ont été confisquées par Vichy. Vous les connaissez, c'est la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de conscience. Puis le gouvernement provisoire met en place des tribunaux d'épuration pour juger les complices de la collaboration avec l'occupant allemand. Donc je vous ai dit auparavant qu'il y avait deux types d'épuration, une épuration spontanée, extrajudiciaire, et puis une épuration qui passe devant les tribunaux. Donc les procès devant les tribunaux de collaborateurs vont s'étendre de l'été 1944 à la fin 1945. Au total, ce sont moins de 100 000 personnes qui ont été condamnées sur une population de 40 millions d'habitants, donc c'est peu. De nombreux dossiers, environ 60%, n'ont pas abouti. De nombreux dossiers n'ont pas abouti parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre les prévenus. On voit sur ce graphique que plus de la moitié des peines entraînent l'indignité nationale ou la dégradation nationale. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la perte des droits civiques et c'est une sanction nouvelle qui va donc punir les crimes moraux contre les valeurs républicaines, pour l'appartenance à une organisation vichiste, pour des personnes qui ont eu des propos favorables à l'ennemi. Et cette indignité nationale va aussi toucher les personnes qui ont participé à la politique antisémite de Vichy. Donc cette indignité nationale, je l'ai dit, entraîne la perte des droits civiques et aussi de nombreuses interdictions professionnelles. Et puis, il y a aussi une épuration spontanée, extrajudiciaire. Donc là, je vous renvoie au document 2, page 158. Dès l'été 44, des violences sont commises contre les femmes. Elles se multiplient. Ces violences sont un aspect de l'épuration. Et elles sont très vite condamnées comme abjectes. En septembre 1944, les pouvoirs publics dénoncent ces tontes publiques de femmes. Alors, ce sont des femmes qui ont commis le crime d'être trop proches d'un Allemand, par exemple. Les femmes qui sont victimes de ces tontes sont parfois accusées de dénonciation auprès des Allemands, ce qui n'est pas toujours prouvé. Et d'une façon générale, cette épuration spontanée est le fait de résistants de la dernière heure. Donc le gouvernement provisoire cherche à empêcher ces épurations spontanées parce qu'elles sont aussi une négation de l'état de droit et on cherche justement à restaurer l'état de droit républicain. Alors qui dit restaurer les principes républicains dit aussi effacer Vichy. L'ordonnance du 9 août 1944 du gouvernement provisoire rétablit la légalité républicaine. Elle impose le principe selon lequel la République n'a pas cessé d'exister. En effet, pour De Gaulle, elle s'est maintenue, incarnée par les combats de la résistance de la France libre et les institutions de la France libre.
Cette ordonnance du 9 août 1944 annule aussi tous les actes constitutionnels de juillet 1940. Alors je vous rappelle, c'était toutes les juridictions d'exception, le statut des Juifs, et elle interdit, pardon, toutes les organisations liées à Vichy, c'est-à-dire la Légion, la milice. Et cette loi est peu à peu appliquée au fur et à mesure de la libération du territoire. Alors concernant Pétain, à la fin de la guerre, donc au moment où les armées alliées commencent à faire refluer les nazis, Pétain part se réfugier en Allemagne. Mais finalement, comme il ne peut pas se cacher éternellement, donc il revient en France où il est jugé, donc en août 1945. Il est condamné à mort d'abord, puis finalement gracié par De Gaulle. Donc la Cour de justice décide de gracier Pétain, compte tenu de son âge, 88 ans. Donc Pétain passe le reste de sa vie enfermé sur l'île Dieu, où il meurt en 1951 à 95 ans. Grand 2, refonder la République et la démocratie. Grand A, une nouvelle République. En octobre 1945, une assemblée est élue pour préparer une nouvelle constitution. Donc on peut voir sur ce graphique que dans cette assemblée constituante siègent 33 femmes. Désormais, les femmes votent et sont éligibles grâce à la loi du gouvernement provisoire de la République de 1944. C'est l'aboutissement d'un siècle de combat pour l'égalité des droits politiques. Les femmes votent pour la première fois au municipal d'avril 1945, puis à nouveau pour élire les députés et répondre au référendum sur la Constitution en octobre 1945. Donc c'est l'archive qui suit. On constate une forte affluence des femmes à ces premiers scrutins, mais leur participation ne se confirme pas ensuite. Les femmes ont longtemps moins voté que les hommes. Il faut noter que les femmes ont aussi eu peu d'élus pendant longtemps, 33 en 1945, 42 en 1946 et 22 en 1951. Il s'agit des élus à l'Assemblée nationale. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Monsieur Le Troquer, président du conseil municipal. La bonne religieuse. Maurice Thorez. Le brave facteur. Francisque Gay. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La 4e République, a dit le général de Gaulle, sera une grande République. C'est ce sens que dégagent les élections qui marquent le triomphe des idées de la résistance, antifascisme et démocratie. Adoptée en octobre 1946, la Constitution de la 4e République fonde une république sociale. Une république qui garantit le droit au travail, le droit à l'instruction, le droit au loisir et bien sûr qui garantit les droits des femmes. Donc je le répète, cette Constitution de 1946 fonde une république sociale. Dans son préambule, la Constitution affirme la volonté d'assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, et cela en accord avec l'esprit du Conseil national de la résistance. Cette constitution, on va en parler après, elle institue la protection sociale de tous les citoyens en créant la sécurité sociale dont on va reparler. La Constitution de 1946 intègre le droit de vote reconnu aux femmes par l'ordonnance du 21 avril 1944. Elle fonde un régime parlementaire qui est assez proche de celui de la Troisième République. Alors l'Assemblée, elle vote seule les lois et elle investit par un vote à la majorité absolue le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre, qui est choisi par le président de la République. L'Assemblée nationale
sous la quatrième République, donc, peut renverser le gouvernement, comme sous la cinquième d'ailleurs, soit par le vote d'une motion de censure, soit à la suite du vote sur une question de confiance posée par le gouvernement. Alors, l'Assemblée dispose d'un contrôle étendu sur l'exécutif, mais ce contrôle sur l'exécutif peut théoriquement être contrebalancé par le pouvoir de dissolution du président de la République. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Et lorsque le président de la République dissout l'Assemblée pour reconstituer une majorité plus solide, eh bien, il est procédé à de nouvelles élections à l'Assemblée nationale. Alors, 2 mots sur le Conseil de la République, qui est un peu l'ancêtre du Sénat de la Ve République, mais sans les mêmes pouvoirs. Ce Conseil de la République, il donne des avis, mais n'a pas le droit de voter les lois. Alors, qu'est-ce que l'on peut conclure de ce régime ? Du fait de la puissance de l'Assemblée que l'on voit là et des pratiques qui s'imposent peu à peu, eh bien, la vie politique de la Quatrième République est rapidement marquée par l'instabilité ministérielle. Alors, comment se manifeste l'instabilité ministérielle ou l'instabilité gouvernementale ? Eh bien, dans un contexte où on adopte le scrutin proportionnel pour élire les députés, eh bien, en fait, aucun parti ne dispose facilement de la majorité à l'Assemblée. Et donc, le régime est soumis à des coalitions fragiles qui se font et se défont au gré des circonstances. Donc, cette instabilité gouvernementale se caractérise par le renversement des gouvernements. Ce que l'on retient le plus souvent de la Quatrième République, c'est cette instabilité gouvernementale. Donc cette Quatrième République, elle prend fin en 1958 avec la Cinquième République, la nôtre. Alors, instabilité gouvernementale, en effet, on compte pas moins de 24 gouvernements de 1947 à 1958, et tous de durée très inégale, de 1 jour à 16 mois. Donc avec des gouvernements qui changent aussi souvent, eh bien c'est très difficile de faire une politique. Alors que retenir en termes politiques de cette Quatrième République ? Eh bien, on a vu dans une leçon précédente qu'elle échoue dans la décolonisation avec une politique plutôt répressive. En 1946, elle s'engage dans une guerre coloniale en Indochine qui est très incertaine et qui se termine en 1954 par le départ de la France. On a vu dans le chapitre qui précède immédiatement que cette Quatrième République, elle participe à la création de l'Europe avec le traité de Rome en 1957. Et surtout, ce qui va nous intéresser maintenant, elle fait des réformes économiques et sociales importantes. Grand B et dernière partie de cette leçon, fonder une démocratie sociale. Alors dans cette partie, il faut faire le lien avec les valeurs de la résistance et l'esprit du Conseil national de la résistance. Autrement dit, on va répondre à la question comment les valeurs de la résistance ont-elles servi de base à cette nouvelle République ? Alors rappelons tout d'abord que la résistance était divisée en différents courants politiques. Et tous ces courants politiques ont participé à l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance, donc qui est publié en mars 1944. Et les grandes réformes de la Quatrième République vont s'inspirer du programme du CNR et donc vont porter, ce programme du CNR va porter des réformes économiques et sociales ambitieuses. Donc après la faillite de la Troisième République en 1940, et devant les besoins énormes de la reconstruction à la fin de la guerre, le CNR entend créer les conditions d'un renouveau qui est politique, économique et social. Et pour cela, il propose de réaffirmer le principe d'égalité entre les citoyens, ça je l'ai dit, de créer une protection sociale aussi, donc d'ouvrir de nouveaux droits sociaux. L'État va aussi prendre une part de plus en plus importante dans l'économie. Il intervient de façon volontariste dans l'économie, en nationalisant les entreprises. Et puis, on assiste aussi à une volonté de participation ouvrière plus importante dans la gestion des entreprises. Et donc, la Quatrième République, c'est dans le programme du Conseil national de la résistance, va créer les comités d'entreprise dans les entreprises. Donc, les nationalisations, tout d'abord, les destructions matérielles qui sont dues à la guerre et les pénuries qui continuent après-guerre imposent à l'État des efforts rapides de reconstruction. Donc pour les réaliser, dans l'esprit de la résistance, des nationalisations sont effectuées en 1944-1945, et notamment la nationalisation de Renault. Alors qu'est-ce qu'une nationalisation ? Eh bien, c'est l'acquisition par l'État d'une entreprise.
Alors d'autres secteurs clés sont nationalisés, comme les ressources énergétiques, charbon, électricité, gaz, les transports, j'en ai parlé, et le secteur des banques et des assurances aussi. Alors quelques mots quand même sur la nationalisation de Renault et ses causes. Louis Renault est accusé de collaboration, il est arrêté en août 1944 et son entreprise, à la demande du CNR, est nationalisée. Elle devient la Régie nationale des usines Renault. Cette affiche montre également comment les nationalisations participent à l'effort de reconstruction. La régie qui a de plus en plus de véhicules dans les rues, eh bien, symbolise la politique industrielle nouvelle. Alors terminons avec une très importante conquête sociale que l'on doit donc au Conseil national de la résistance, la sécurité sociale. Donc le gouvernement provisoire crée la sécurité sociale en 1945. Qu'est-ce que la sécurité sociale? Eh bien, c'est un organisme de protection qui prend en charge l'assurance maladie, les allocations familiales, les accidents de travail, et c'est aussi la mise en place du système des retraites. Tous ces nouveaux droits sociaux vont donc accompagner les Français dans cette période de reconstruction et ces droits vont améliorer leurs conditions de vie. En résumé, la mise en œuvre de cette politique de protection sociale, c'est ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire un État qui protège contre les risques liés à la maladie, à la précarité et à la vieillesse.